Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire consacré à comment utiliser l'intelligence artificielle pour couvrir le COVID-19. L'intelligence artificielle est un sujet omniprésent dans l'univers des médias. C'est un sujet qui interpelle, c'est un sujet qui fascine, c'est un sujet qui impressionne, c'est un sujet qui inquiète et un sujet qui ne fait pas forcément l'unanimité. On a tendance à croire, lorsqu'on évoque l'intelligence artificielle, qu'il s'agit d'un monstre terrifiant et redoutable qui risque de tout chambarder sur son passage. On pense que l'intelligence artificielle est magique et qu'elle revêt un caractère ésotérique, mais ce n'est pas du tout le cas. L'intelligence artificielle ne date pas d'hier et pourtant sa compréhension prête à confusion. Il est difficile de donner une définition qui fasse consensus, mais il faut retenir que l'intelligence artificielle fait appel à des machines intelligentes, à des robots, à un programme informatique capable de traiter l'information en dehors de toute commande humaine. Elle est de plus en plus présente dans les médias et à différents niveaux. Plusieurs journaux comme Le Monde, Ouest France, Centre Presse font, ou encore L'Opinion ont déjà adopté ce outil au sein de leur rédaction. Et aux États-Unis, vous avez l'agence Associated Press qui publie des dépêches qui sont parfois rédigées par des machines. Nous avons également aux États-Unis le quotidien Washington Post qui a mis en place un robot reporter qu'ils ont baptisé Héliographe qui écrit des articles. Finalement, on se demande si l'intelligence artificielle n'est pas une menace pour le journalisme. Est-ce que l'IA va-t-elle finir par remplacer la profession? Quel rôle peut-elle jouer dans les salles de nouvelles? Et comment peut-on s'en servir, surtout les journalistes, pour faire des recherches, pour analyser les données et pour bien couvrir la pandémie de COVID-19? Afin d'être en mesure de comprendre les enjeux de l'IA et de l'apport qu'elle peut apporter à notre profession de journalisme, j'ai le privilège d'accueillir M. Claude Deloupi, qui est avec nous pour explorer toutes les facettes de cette thématique et vous apporter son éclairage. M. Claude Deloupi est un spécialiste, ou mieux, un expert de l'intelligence artificielle. Il est docteur en informatique appliquée au traitement automatique des langues et à la gestion de l'information. Après un passage dans divers organismes de recherche publics et privés, il crée la société SLAB, une intelligence artificielle qui est spécialisée dans la production de contenu à partir de données et dont le moteur de rédaction permet de transformer des données brutes en texte. En France, ce sont environ 15 grands médias qui font appel à la technologie de SLAB pour produire des contenus. SLAB est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux en production automatique de contenu multilingue. La société est d'ailleurs le leader européen de l'écriture robotique, comme le définit son fondateur. C'est le premier fournisseur de contenu rédigé automatiquement pour les médias français. Monsieur Claude, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, bonjour. Bonjour. Avant de commencer en vous donnant la parole, je voudrais rappeler que ce webinaire est diffusé en direct sur Facebook dans notre groupe qui est suivi par plus de 2000 journalistes francophones du monde entier qui sont membres de notre forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale. C'est un forum du Centre international pour les journalistes basé à Washington. C'est un forum que nous avons lancé en 5 langues, en français, en anglais, en espagnol, en portugais et en arabe. Et pour l'objectif, c'est d'offrir aux journalistes du monde entier des ressources dont ils ont besoin pour mieux couvrir la pandémie du COVID-19. Nos forums rassemblent au total plus de 10 000 journalistes du monde entier. Et si vous êtes journaliste et vous n'êtes pas encore membre de notre forum, c'est l'occasion de le faire. Allez sur Facebook et dans la barre de recherche, tapez simplement Forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale et vous avez accès au forum. Ce webinaire se veut interactif. Vous avez la possibilité donc de pouvoir poser vos questions à notre panéliste. Pour ceux qui nous suivent en direct via Facebook, vous pouvez mettre vos questions dans les commentaires sous la vidéo. Mais pour ceux ou celles d'entre vous qui nous suivent via l'application Zoom, vous pouvez soumettre vos questions dans la boîte de chat qui est juste en bas de vos écrans. Monsieur Claude, ma première question, elle est celle-ci. Qu'entend-on par intelligence artificielle? La notion d'intelligence artificielle est quelque chose, effectivement, comme vous l'avez dit, qui est difficile à définir et surtout qui a une définition qui évolue au cours du temps.
En tout cas, la pratique de sa définition évolue au cours du temps. C'est-à-dire qu'actuellement, on considère que n'est intelligence artificielle quasiment que les systèmes qui utilisent ce qu'on appelle le deep learning, donc les réseaux neuronaux profonds. En fait, moi, j'aime bien me reporter à la définition des pairs de l'intelligence artificielle, en particulier à la définition de Minsky, où en fait, Minsky nous définit l'intelligence artificielle comme la science qui permet de faire faire à une machine ce qui demanderait de l'intelligence à un humain. Et c'est assez intéressant de décortiquer cette définition, parce que ce qu'elle dit, c'est que elle ne fait absolument pas référence à l'intelligence de la machine. La machine n'a pas à être intelligente pour faire de l'intelligence artificielle, et la machine n'a pas à être intelligente pour faire une action qui demanderait de l'intelligence à un humain. C'est pour ça qu'on a effectivement des correcteurs orthographiques. On a l'air d'oublier que c'est parce que ça fait maintenant plusieurs décennies qu'on en a, on a l'air de l'oublier, mais c'est de l'intelligence artificielle. Et ça fait une action qui était faite par des humains, qui peut être faite par des humains. Et si nous, on fait de la correction orthographique, ça nous demande de l'intelligence. La machine, ça ne lui en demande pas. C'est juste qu'elle va mettre en relation des textes avec des lexiques, avec des phrases qui ont déjà été vues, avec des règles, mais de manière stupide. Il n'y a pas d'intelligence là derrière. De la même façon, on a des systèmes qui vont reconnaître des images. On parle d'intelligence artificielle, on s'émeut de l'intelligence que peut avoir une machine pour faire ça, mais il n'y a pas d'intelligence. Typiquement, quand on montre un chat à un enfant, un tout petit enfant, on lui dit ça c'est un chat. La deuxième fois, il sait reconnaître un chat. Peut-être qu'il se trompera avec un chien, mais au bout de quelques fois, il saura reconnaître un chat. La machine arrive à reconnaître des chats mieux qu'un être humain, mais une fois qu'elle a vu des centaines de milliers de photos de chats. Ça ne demande pas d'intelligence, ça demande juste une capacité de calcul. Et de la même façon, bon, on va y revenir dans ce que nous faisons, la rédaction automatique ne demande pas d'intelligence. Et on va sans doute y revenir. Mais finalement, est-ce qu'il faut avoir peur de l'intelligence artificielle? Alors, ça aussi, c'est une question assez récurrente, hein. Bon, déjà, moi qui suis dans le domaine depuis maintenant 25 ans et depuis 10 ans où je commercialise cette solution de rédaction automatique, en particulier dans les médias, c'est une question qui revient beaucoup. Vous avez employé un terme qui est tout à fait correct, qui est de dire que c'est souvent considéré comme un monstre. Et en fait, j'aime bien parler de ce qu'on appelle enfin de ce que j'appelle le syndrome Terminator, c'est-à-dire que depuis un siècle, dans quasiment tous les films où il y a de l'intelligence artificielle, ou les livres où il y en a, ça se passe mal. Ce sont des dystopies qui sont mises en avant, ce sont des machines qui vont massacrer tout le monde, qui vont prendre le pouvoir, qui vont nous ramener à l'état d'esclaves ou d'être inférieurs à chaque fois. Forcément, vous avez un siècle dans lequel on nous martèle cette image de l'intelligence artificielle et des robots, ça entre dans notre culture. Donc nous avons une culture qui forcément a peur de l'intelligence artificielle parce que c'est ce qu'on nous a appris à voir. Dans les faits, la, la méfiance que l'on doit avoir vis-à-vis de l'intelligence artificielle n'est pas du tout au niveau de son intelligence. On voit très bien aujourd'hui qu'il y a des applications utilisant l'intelligence artificielle qui sont dangereuses. Dangereuses parce que ça nous analyse et donc ça permet de prédire ce qu'on va faire et donc de nous vendre des choses qu'on n'aurait peut-être pas achetées, de nous présenter des nouvelles qu'on aurait vues autrement. Bref, de nous enfermer donc dans les fameuses bulles des réseaux sociaux. C'est l'intelligence artificielle qui permet de faire ça. Donc, il y a une utilisation qui est dangereuse, mais c'est la façon dont on l'utilise. De la même façon, on est en train de faire des machines de guerre, des armes autonomes avec de l'intelligence artificielle. Bien sûr que c'est dangereux. Mais encore une fois, ce n'est pas en tant que tel que l'intelligence artificielle est dangereuse, parce que c'est pas son intelligence, elle n'en a pas, qui la rend dangereuse. C'est l'application. De la même façon que un couteau est utile pour faire la cuisine, mais peut servir à tuer quelqu'un. C'est le même niveau. Donc, pour moi, il faut vraiment, quand on pense à l'intelligence artificielle, il faut enlever
tout ce qu'on voit dans les films, toute cette peur qu'on a d'une intelligence surhumaine, parce qu'on n'en est absolument pas là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y réfléchir, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas surveiller les progrès qui arrivent, mais on en est à des décennies, voire des siècles, voire plus. Mais peut-être qu'on n'y arrivera jamais même, on n'en sait rien. Notre forum réunit essentiellement des journalistes, des rédacteurs en chef, des éditeurs, des hommes de médias. Et la question que beaucoup se posent, c'est de savoir comment justement on peut utiliser l'intelligence artificielle pour couvrir cette pandémie de Covid-19. Alors effectivement, l'IA est de plus en plus utilisée dans les médias, sous plein de formes, hein. Une forme pour filtrer les news qui arrivent, pour classer les informations, pour rechercher ces informations, un moteur de recherche aussi. Ça demanderait de l'intelligence à un humain pour chercher une information, donc ça en fait partie. Pour produire de l'information comme on fait nous, hein, donc Asylabs, qui s'écrit avec 2 L et un B, nous générons automatiquement des informations à partir de données, comme vous l'avez dit. Donc ça fait partie du domaine de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être utilisées. Dans le domaine de la crise spécifique que nous traversons, l'IA peut être utilisée de plusieurs façons. Alors forcément, par rapport à ce que nous commercialisons, la génération automatique peut permettre de, par exemple, générer en quasi temps réel ou en temps réel des informations sur la progression de la maladie. Euh, à ce sujet, nous avons réfléchi à proposer ce type de produit, c'est-à-dire on a dans beaucoup de pays, mais en particulier nos clients sont principalement en France, aussi en Belgique, France-Belgique, on a des informations statistiques qu'on pourrait utiliser à un niveau relativement fin. Et on s'est posé la question de savoir si on allait le faire. En l'occurrence, on a décidé de ne pas le faire parce que on s'est dit que publier tous les jours une brève disant la maladie a progressé de temps, la maladie a fait tant de morts en plus, etc. Ça avait un côté qui était très angoissant. Ça allait enfermer les gens dans un complexe d'angoisse. Alors, on n'aurait certainement pas touché des millions de personnes, mais les personnes qu'on aurait touchées auraient pu être prises dans cet étau de stress qu'impliquent des brèves qui tombent en temps réel comme ça. Donc, on a décidé de ne pas y aller. Donc ça, c'est une décision personnelle. Je sais que d'autres ont décidé de le faire. Ça peut être utilisé pour ça. On n'a pas voulu le faire. On peut aussi utiliser l'IA pour faire de la collecte, du filtrage et du rassemblement de publications. C'est-à-dire, vous pouvez très bien créer de manière automatique ou avec une supervision humaine, des systèmes qui vont récupérer des articles qui parlent du Covid, de la Covid, pardon, qui vont rassembler tous ces articles en détectant que ça parle bien de ce sujet-là, qui vont les rassembler entre eux. Donc nous avons un système de ce type, qui vont les rassembler en disant là, il y a 10 articles, mais ces 10 articles parlent du même sujet, c'est la déclaration de tel ministre qui a eu lieu tel jour à telle heure, donc c'est la même information, on le rassemble, et ensuite on va proposer ça dans un flux qui va donner tous les articles qui parlent de ce sujet et de la thématique de la Covid. Cet outil peut être tout à fait utilisé par des journalistes, justement pour voir où en est l'information, mis en relation en particulier avec les flux des agences de presse. Donc c'est à la fois les news qui tombent des agences de presse en temps réel, c'est aussi ce qui tombe des collègues des autres médias, c'est aussi ce qui peut venir des réseaux sociaux, comment les gens réagissent à ça, comment les gens parlent de cette information-là. Et tout ça, ça peut être mis dans un flux. Et au-delà même de ça, on peut très bien ajouter un niveau d'analyse, par exemple, sur l'opinion ou sur le sentiment. Donc on peut avoir une opinion, donc tel ministre a déclaré telle chose sur les réseaux sociaux, comment les gens en parlent, et on peut voir que
majoritairement, à 70%, ils sont critiques, à 10%, ils sont, voilà, plutôt positifs et à 20%, ils sont neutres, par exemple. Mais on peut aussi, au-delà du positif-négatif, détecter des éléments de sentiment, c'est-à-dire d'émotion. On peut très bien, détecter une émotion, liée à la peur. Alors, c'est pas forcément la peur qu'on pourrait détecter quand on se parle comme ça, parce que c'est juste du texte. Mais en revanche, il peut être: «Ouah, ça fait flipper, ouah, mais qu'est-ce qui va nous arriver?» Tous ces éléments-là qui peuvent détecter de la peur, ça peut être détecté automatiquement, de la même façon que la colère, de la même façon que, le dé le la, comment dire? Le désespoir, c'est un peu exagéré, mais hem, bon, l'être, voilà, on accepte et puis voilà, on ne peut plus rien y faire. Voilà, on peut détecter ces sentiments-là et donc du coup, on peut faire aussi des statistiques et dire: sur les réseaux sociaux, majoritairement, la population semble, hem, se résoudre à un confinement, par exemple, dans ce qui est fait. Ou au contraire, la population, à 25%, les tweets se révoltent par rapport à ça. Je vais quand même mettre un bémol dans tout ce que j'ai dit. Tout ce que j'ai dit, peut être fait et est fait. Ça, c'est des choses qui existent, qui sont, disponibles pour être utilisées. Le bémol qu'on peut y mettre, c'est que, comme je l'ai dit précédemment, ce qu'on appelle intelligence artificielle, ce sont en fait des, outils qui sont bêtes. Ce sont des outils qui sont bêtes et les outils bêtes, qui n'a un outil bête qui n'a pas l'intelligence humaine ne peut pas comprendre un texte. Il n'y a aucun outil au monde, même dans les dernières, percées qu'on a vues par OpenAI ou des choses qu'on a pu voir sur DeepMind, personne au monde n'a de système qui peut comprendre un texte. Ce qui fait que la machine, d'ailleurs ça s'explique simplement, hein, la langue, les langues, par définition, ont pour fonction d'expliquer, de pouvoir transmettre tout ce qui est dans l'intelligence humaine. Ça veut dire que les langues ont une complexité équivalente à celle de l'intelligence humaine. Comme il n'existe aucune machine, ayant une intelligence équivalente aux humains, aucune machine ne peut le comprendre. Du coup, ces machines font des erreurs. Quand je vous dis qu'on peut faire de l'analyse de sentiments ou d'opinion, c'est vrai, mais il y aura des erreurs. Ce qui fait que ces erreurs ne sont pas majoritaires, loin de là, mais il y a des erreurs. Ce qui fait qu'on ne peut tirer de conclusion que quand il y a beaucoup d'informations qui ont été analysées. Quand on a des centaines de tweets, des milliers de tweets, il n'y a pas de problème. On peut avoir une répartition de l'opinion. Mais s'il n'y en a que quelques dizaines, c'est pas fiable. Donc là, on ne peut pas en tirer de conclusion. Que direz-vous à ces rédactions qui ont encore une certaine méfiance ou une réticence à intégrer l'IA dans leur rédaction? L'intelligence artificielle n'est pas un outil absolument nécessaire à toutes les rédactions ou à tous les journalistes. C'est absolument pas le cas. Il y a des cas où c'est utile, il y a des cas où c'est même nécessaire. Les projets, par exemple, qu'on a traités avec 17 médias l'an dernier pour les élections en France, aucun de ces médias n'aurait pu produire les milliers de textes qu'on a produits automatiquement pour couvrir les résultats de chaque commune. Donc si le projet du média, de la rédaction, c'est de couvrir un événement dans beaucoup d'endroits, il n'y a pas le choix. Donc c'est nécessaire. Dans d'autres cas, c'est utile. Nous avons, par exemple, pour Nice Matin, donc dans le sud de la France, on va produire, parce que c'est prêt, mais ce n'est pas encore publié, on va produire des alertes par rapport à des séismes. C'est une zone où il y a un peu de séisme. C'est utile, c'est pas nécessaire, c'est juste que ça permet de produire plus rapidement que si c'était fait par un journaliste. C'est comme le système du Los Angeles Times. Et il y a des cas où ce n'est pas utile. Je connais des centaines de médias qui font un travail plutôt de reportage en local, dont la valeur ajoutée, c'est la proximité, c'est d'aller dialoguer avec les gens. Ils n'ont pas besoin de ce type d'outils. En revanche, il y a effectivement une résistance dans certaines rédactions où ce serait utile. Il y a effectivement des
alors, les médias, ça n'existe pas, les personnes au sein des médias qui ont des méfiances et des réticences par rapport à ce type d'outils. Elles peuvent être de plusieurs natures. Elles peuvent être enfin, des choses qu'on voit classiques dans tout ce qui est technologie. C'est bon, on a toujours fait comme ça avant, je vois pas pourquoi on changerait. Bon, il y en a quelques-uns qui ont cet état d'esprit, pourquoi pas. Il y a des, des, euh, des personnes qui disent bah, ce serait bien, mais on a d'autres priorités ou on n'a pas les moyens. Ce qui est possible, l'intelligence artificielle a un coût. C'est pas quelque chose qui est gratuit, ça coûte beaucoup moins cher dans certains cas que de le faire à la main, mais ça a un coût quand même. Donc si pour le faire, il faut avoir un projet et avoir les moyens d'y aller. Et enfin, il y a des personnes qui sont méfiantes, comme vous le disiez. Bah, j'ai pas envie que cette machine me vole mon métier. C'est une peur qui est tout à fait compréhensible. Nous sommes dans une phase de transformation de, de tout notre environnement par l'intelligence artificielle. Il y a des métiers qui vont disparaître, je ne sais pas, mais en tout cas dont dans lequel le nombre d'humains qui vont y travailler va diminuer. C'est certain. Nous sommes dans une phase de transformation, comme il y en a eu d'autres auparavant. Donc, il est normal de se poser ces questions. Le point ici, c'est que dans tout ce qu'on nous a demandé jusqu'à présent, c'est généralement des choses qui de toute façon n'étaient pas faites. La couverture des élections dans toutes les communes de France, ce n'était pas fait. Et quand Le Monde a travaillé avec nous en 2015, donc c'était une première mondiale pour couvrir les élections françaises en 2015, il y avait quand même 70 journalistes sur le terrain, parce qu'on ne va pas demander à une machine de commenter le résultat des élections à Paris, Marseille ou Lyon. C'est trop important. Donc on a toujours besoin de cet apport d'un journaliste, d'une journaliste, pour aller couvrir de manière éditoriale une information importante. On a aussi, alors là où effectivement il pourrait y avoir un élément de remplacement, on travaille, Nice Matin encore par exemple, mais avec d'autres, mais dans le cas de Nice Matin, on fait la météo du jour. Donc on va produire automatiquement la météo et on va la produire pour 200 communes, il me semble, quelque chose comme ça. Bon, déjà, à la main, ce n'était pas fait. C'était quelque chose qui était fait sur 4-5 communes, peut-être 10, je ne sais plus. Mais ce qu'il y a, c'est que ça prenait 45 minutes par jour à un journaliste. Donc là, il se trouve que la personne, le journaliste en question, est content parce que c'est quelque chose qui ne l'intéressait pas et ça lui permet de faire des choses beaucoup plus intéressantes. Il n'empêche que la réalité, c'est que la machine a pris 45 minutes du temps d'un être humain. Donc forcément, là, il y a quelque chose où on peut se dire, bon, mais ça a été bénéfique parce que du coup, le journaliste en question, il y a 45 minutes de plus par jour pour faire des articles intéressants. Voyons comment ça peut évoluer. Est-ce qu'il y a des rédactions où il y a une personne qui ne fait que la météo? Est-ce que du coup, son poste disparaîtrait? Ou est-ce que cette personne ferait autre chose? Je ne sais pas s'il y a tellement de rédactions où il y a une personne qui ne fait que la météo, mais on pourrait l'imaginer. Donc forcément, il y a des questions à se poser ici. Mais d'une manière globale, le point fondamental, c'est que le métier de journaliste est tellement complexe, fait appel à tellement de capacités humaines, d'intelligence humaine, que si on en est vraiment à remplacer des journalistes par des humains, sur tous les aspects actuels, et on n'en est absolument pas là, mais si un jour ça arrive, ça veut dire que la machine sera capable de remplacer des humains sur quasiment tous les métiers. C'est-à-dire que le métier de journalisme est un métier qui demande beaucoup d'investissement intellectuel, mais plus que ça, parce qu'il y a des métiers où il y a de l'investissement intellectuel, mais la machine peut être meilleure. Mais sauf que dans le métier de journalisme, ce n'est pas un métier répétitif. C'est toujours des choses différentes. Il faut toujours s'adapter. Il faut toujours être dans un moment où on va faire quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant. Les machines ne savent pas faire ça. Les machines font des choses toujours pareilles, toujours pareilles, toujours pareilles. Parfois avec un petit peu, on peut s'adapter à un truc qui est un petit peu différent, mais très peu. Le métier de journalisme, c'est pas ça. Le métier de journalisme, il faut s'adapter à chaque situation, à chaque fois. Donc si on en est
à pouvoir remplacer des journalistes par une machine, ça veut dire qu'on peut remplacer les humains dans quasiment toutes les tâches. Donc là, c'est vraiment une révolution et il faudra tous qu'on se défende parce que on sera tous en très mauvaise posture. Vous avez employé dans votre allocution tout de suite un mot, la transformation. Et c'est une vérité absolue que la transformation de nos métiers est en marche. Et l'IA ne touche pas que le journalisme, il y a aussi d'autres secteurs, l'IA touche tous les secteurs aujourd'hui et elle débarque progressivement dans toutes les entreprises du monde. Mais lorsque nous avons soulevé ou exposé cette thématique à nos confrères, il y a eu un gros débat sur le futur de l'emploi. Et pour preuve, Microsoft, en mars 2021, a licencié une vingtaine de journalistes qui alimentèrent son portail web MSN et les a remplacés par les robots. Et les journalistes se disent finalement, est-ce que l'IA ne viendra-t-elle pas, ne finira-t-elle pas par voler le métier des journalistes? Oui, oui, cette question est logique. Regardons cet exemple-là, effectivement, parce qu'il est assez symptomatique. On est sur une entreprise qui n'est pas un média. On est sur une entreprise qui, dans MSN, en fait de la redirection d'informations et qui avait une équipe de journalistes qui allait sélectionner les articles. Ah, et donc, effectivement, il y avait 20 journalistes employés. Ces journalistes ne sont plus employés. Donc, il y a effectivement quelque chose de symptomatique. Mais ce n'est pas un média, c'est un agrégateur. C'est un agrégateur qui va prendre de l'information d'ailleurs et qui va la rediffuser. La machine ne produit pas d'information ici, ne va pas écrire un article. Et effectivement, c'est des choses qu'il y avait aussi dans BuzzFeed où la une du site web était produite totalement automatiquement. Il n'y avait plus de personnes qui allaient décider euh, quel article mettre en premier. La machine se servait des réactions des gens et des réactions passées pour choisir quels articles mettre en première page. Donc, il y a forcément une transformation. Euh, Dans le cas de MSN, c'est des choses qu'on retrouve à Yahoo, c'est des choses qu'on peut retrouver à Orange, à SFR. Voilà. Les agrégateurs qui rediffusent des choses existantes, il est probable qu'il y aura de l'automatisation au maximum. Mais pour un média, l'optique, la volonté de publier est basée sur totalement autre chose que simplement, bon, on a un portail, il faut l'alimenter, allez, on fait ça de la manière la plus simple possible. Là, il faut capter des lecteurs avec quelque chose qu'on produit. C'est donc pas la même chose. Euh, J'ai une préoccupation, celle de savoir quel type d'information traite l'IA. Alors, l'IA peut traiter tout type d'information. Il n'y a pas de limitation là-dessus, mais tout dépend ce qu'on appelle traiter. C'est-à-dire, si on entend par traiter, écouter un discours politique, l'interpréter et en faire un résumé qui en déduit les implications, l'IA ne peut pas faire ça. Si traiter, c'est simplement l'enregistrer, arriver à trouver les mots-clés, en extraire les phrases les plus pertinentes, les plus représentatives, l'IA peut faire ça. Tout dépend ce qu'on entend par traiter, en fait. Après, l'IA peut traiter des images, du texte, du son, des données pures. L'IA peut traiter tout et n'importe quoi. Est-ce que si j'ai par exemple une rédaction qui veut pouvoir détecter de bons sujets, une rédaction qui veut pouvoir trouver des angles pertinents et séduisants pour mes articles, je peux faire appel à l'IA? Oui, incontestablement oui. Il faut faire attention à ce qu'on cherche. C'est-à-dire l'IA, pour que l'IA fonctionne, elle a besoin d'objectifs. Donc tout dépend des objectifs qu'on fixe. Une rédaction peut très bien vouloir fixer comme objectif avoir le plus de clics possible. On sait où ça mène et on sait l'impact hyper négatif que cela peut avoir sur l'information. Il n'y a qu'à voir les liens Outbrain et autres qu'on voit en bas des médias. C'est Ouais. pas très joli. Et ça, effectivement, c'est fait par l'IA.
Une rédaction qui a à cœur de mettre en avant les sujets importants et les sujets qui intéressent ses lecteurs peut très bien utiliser l'IA dans une méthode à la fois pertinente commercialement et éthique journalistiquement. Typiquement, nous travaillons avec Ouest France, qui est un média assez connu justement pour son éthique journalistique. Il a été décidé à Ouest France que c'était tout à fait normal de faire une newsletter personnalisée. Tous les matins, il y a des informations qui tombent, qui sont personnalisées en fonction des intérêts de la personne qu'on vise. Mais Ouest France a un devoir d'information et pas simplement la nécessité de gagner de l'argent. Et donc Ouest France s'oblige à présenter dans ses newsletters les informations qu'elle considère essentielles à ses lecteurs pour comprendre ce qui se passe dans le monde. Donc, il y a une sélection d'articles des grandes informations du jour, hein, ce qui est en une, ce qui est voilà, ce que la personne doit savoir pour comprendre ce qui se passe actuellement dans le monde. Et derrière, il y aura les informations qui l'intéressent. Et ça peut être jusqu'à les résultats du club de foot de son petit village. Mais ça ne peut pas être que ça. Donc, utiliser l'IA pour ça, oui, et c'est un outil très puissant. Il faut l'utiliser en donnant les objectifs qui correspondent à l'ADN du média. Et combien coûte une prestation de service lorsque, par exemple, on contacte Syllab? C'est vraiment très variable, hein. Là-dessus, on peut faire des choses, on peut avoir des choses qui sont déjà disponibles, hein, la météo. Je prends par exemple appeler l'IA pour analyser les données sur la COVID-19. Alors, tout dépend ce qu'on appelle analyser, encore une fois, mais par exemple, récupérer les données, récupérer Ouais. les articles qui en parlent, enfin, voilà. Donc, on n'est plus tellement sur ces sujets-là à Syllabs, mais je peux imaginer d'autres entreprises qui font ça. Euh, L'envergure du projet est très variable. Donc, on peut faire des projets à quelques milliers d'euros, comme on peut faire des projets à plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est quelque chose qui est très variable. On peut avoir un sujet qui va récupérer des informations dans le monde entier, dans toutes les langues, et les rassembler pour les régénérer en partie, hein, le système ne peut pas tout interpréter encore une fois, mais régénérer des résumés uniquement en français, c'est possible, ça coûte une fortune. On peut aussi simplement faire une analyse des données de progression du Covid et signaler les éléments remarquables durant l'année dernière. C'est très variable. Est-ce que l'IA pourra amener un plus grand virage vers le contenu de qualité? Mmh. Ça, c'est mon grand espoir. C'est-à-dire que c'est un espoir qui se situe à 2 niveaux. Le premier, c'est effectivement, je suis heureux quand un journaliste me dit: «Mais c'est super, j'ai gagné 45 minutes par jour pour faire des interviews, pour faire des choses». Moi, ça me rend heureux parce que on donne aux médias, aux journalistes actuellement des tâches qui ne sont pas des tâches dans lesquelles ils peuvent faire pleinement appel à leurs capacités et à leurs connaissances. Et c'est navrant parce que il y a une évolution actuellement des médias, parce que les médias ont des problèmes d'argent, on le sait, Ouais, et ouais. la qualité de l'information décroît au global parce qu'il n'y a plus de moyens. Et c'est dramatique. Moi, je suis un passionné des médias, je suis abonné à une douzaine de médias. Enfin, c'est fondamental. L'information par les médias est fondamentale. Donc, redonner du temps journalistique aux journalistes est un premier point sur lequel je pense que l'IA peut jouer. Le deuxième point, c'est l'information locale. L'information locale est absolument fondamentale pour nos démocraties. On voit bien dans les endroits, en particulier, on l'a vu aux États-Unis, les endroits où il y a eu une hécatombe de médias locaux qui n'avaient plus de moyens. La disparition des médias locaux est a été liée scientifiquement. Il y a une corrélation avec l'augmentation des, comment dire ça poliment? Allez, on va dire des fanatismes, ou enfin, d'idées, voilà, un peu arrêtées et pas,
Ils n'ont pas les idées qu'on aimerait voir fleurir comme ça. Donc les médias locaux ont une importance fondamentale, mais ils n'ont pas les moyens et donc ils meurent. Parce que c'est compliqué de garder l'attention au niveau local, par tout le monde. L'IA peut apporter typiquement, c'est ce qu'on fait pour un Ouest France qui lui est évidemment à un niveau beaucoup plus gros, mais peut apporter une information qui tombe tous les jours. Quotidiennement, il y a des infos qui tombent sur toutes les communes. La météo, l'agenda culturel, où aller faire des balades. Tiens, aujourd'hui il pleut, mais on peut aller dans le musée. Ça peut être, des décès, ça peut être des mariages, ça peut être des naissances. On peut avoir toute une information qui vient alimenter la vie quotidienne pour que les journalistes puissent justement se concentrer sur des événements qui se trouvent sur ce territoire-là et puissent apporter une information beaucoup plus fouillée. Mais les lecteurs vont venir parce qu'ils auront l'information quotidienne qu'ils cherchent, ne serait-ce que la météo, mais au-delà, voilà, tout ce qui est agenda culturel. Donc je pense que l'IA peut avoir un impact très important à ce niveau-là. Voilà, c'est déjà pas mal. Je rappelle à tous les participants qui nous suivent que vous pouvez poser vos questions à notre panéliste dans les commentaires sur Facebook ou tout simplement dans la boîte de discussion de l'application Zoom. Monsieur Claude, quelles sont finalement les limites de l'IA? Sa stupidité. Il y Tout simplement. a, oui, tout simplement, et la stupidité est corrélée à 2 choses, les capacités de la machine, qui ne sont pas les capacités humaines, et les données d'apprentissage. Donc vous pouvez, comme je l'ai dit, les machines sont meilleures que les humains pour reconnaître des chats, mais c'est parce qu'on leur a montré des centaines de milliers de photos de chats. Il y a énormément de domaines où il n'y a pas de données d'apprentissage, et soit elles sont, extrêmement coûteuses à créer, soit, c'est même pas possible de les créer. Comment voulez-vous faire des données d'apprentissage pour analyser des discours politiques et savoir quelles sont les conséquences dans la vie quotidienne des gens? C'est pas possible de faire ça. Donc, sur quoi la machine va-t-elle apprendre? Donc les machines sont stupides et sont limitées par ça. Le nous avons une capacité, donc on en est toujours à savoir comment définir l'intelligence humaine, hein. On ne sait pas exactement ce qu'est l'intelligence humaine, donc pour faire que la machine arrive à ce type de comportement, c'est évidemment très compliqué. Mais donc la machine n'a pas la capacité, on lui montre un chat, c'est fini, elle sait reconnaître un chat. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile que ça. Donc derrière, il faut des corpus d'entraînement et on les a pas toujours. Qu'est-ce que vous proposez concrètement aux médias et aux rédactions? Quels sont les outils en fait que vous proposez aux Donc, médias? actuellement, on a 2 types de produits. Donc le 1er, c'est, des outils de tagging, c'est-à-dire qu'on va aller, associer à des articles des tags qui sont les noms des personnes citées, les lieux, les organismes, les sujets. On va lier avec Wikipédia, on fait la thématique et cetera. Donc ça, c'est pour donner de la richesse aux archives et pouvoir, lier des articles à des articles plus anciens, par exemple. Faciliter la recherche par les internautes et cetera, ou faciliter la recherche par des journalistes. Le deuxième ensemble d'outils, c'est la rédaction automatique. Et donc, nous proposons à nos clients médias des types d'articles qui sont déjà disponibles, donc les résultats d'élections, la météo, les agendas culturels, les lieux où aller faire un don du sang, la description des communes, enfin, on en a plusieurs dizaines comme ça, ou des développements spécifiques en fonction des besoins. On va développer des moteurs de rédaction qui correspondent aux besoins de nos clients. Est-ce que les nouveaux médias doivent penser à intégrer l'IA au cœur de leur modèle d'affaires? Encore une fois, ça dépend des médias. Il faut que les médias y réfléchissent. Certains médias peuvent très bien considérer que c'est pas pour eux parce que ça correspond pas à leurs besoins. Et d'autres, oui, des médias plus gros qui ont une couverture nationale, par exemple, oui, c'est à réfléchir. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux participants et aux journalistes de notre forum qui vous suivent sur cette question de comment utiliser l'intelligence artificielle pour couvrir le COVID-19?
Il faut garder là-dessus à la fois un esprit ouvert et un esprit ne pas s'emballer, c'est-à-dire ne pas s'emballer sur le fait que c'est des monstres comme vous disiez. Non, c'est pas monstrueux, c'est juste un outil. Ne pas s'emballer en pensant que l'IA peut faire tout et n'importe quoi. L'IA est stupide, donc l'IA ne va pas faire des miracles. Fort heureusement, l'humain a encore de beaux jours devant lui pour appliquer son intelligence. Et après, c'est regarder ce qu'il est possible de faire. Vous utilisez déjà tous des outils comme les correcteurs orthographiques, donc vous utilisez de l'IA tous les jours, vous utilisez les moteurs de recherche, c'est de l'IA, vous l'utilisez tous les jours. Et donc il n'y a pas de souci en soi, c'est un outil comme un autre. Maintenant, il y a de nouvelles formes d'utilisation qui apparaissent, comme la rédaction automatique, comme la sélection automatique d'articles. C'est des choses, il faut voir est-ce que ça correspond aux besoins ou non. Mais il y a aussi l'enjeu crucial de la transparence des algorithmes. Cet enjeu-là est un enjeu qui est compliqué. Il est compliqué parce que nous, typiquement, alors nous, c'est pas très compliqué. Quand on livre un moteur de rédaction, quand on livre des textes produits par un moteur de rédaction, on a en fait des systèmes multiples, mais tout passe. Alors, le texte ne passe pas par une relecture humaine, mais la configuration de l'outil est validée par un humain. Donc, en fait, notre responsabilité est entière, c'est vraiment des humains qui ont choisi d'écrire, de mettre telle règle, de faire ça. Donc, on n'a pas besoin de communiquer notre algorithme parce que de toute façon, c'est des humains qui, à un moment donné, prennent la décision d'accepter une certaine forme d'expression. Donc, c'est une responsabilité comme classique. Dans des algorithmes à base d'apprentissage, la transparence des algorithmes, de l'algorithme n'apporte pas grand-chose, puisque l'algorithme ne fait que réappliquer ce qu'il a appris à partir de données. C'est les données qui portent en elles tous les défauts, ou quasiment. Il peut y avoir des bugs, mais le principal problème, c'est la donnée d'apprentissage. Les problèmes qui sont remontés là-dessus, comme les problèmes d'IA dite raciste, parce que elle fait un certain type de choix, c'est parce que les données d'apprentissage avaient ce biais que la machine retranscrit. C'est pas la machine elle-même. Quand un outil de traduction va traduire du turc au français et va systématiquement traduire le neutre qui désigne chirurgien par le masculin chirurgien de manière systématique, c'est parce que il y a plus de chirurgiens statistiquement que de chirurgiennes. La machine a un seul choix, elle choisit le plus probable. C'est pas c'est pas parce que l'outil a été programmé par des hommes plus que par des femmes. Ça, c'est des faux débats. Le fait de vouloir mettre des femmes, de vouloir de la diversité, ok, je comprends, mais c'est pas parce que ce sont des hommes blancs qui ont programmé la machine qu'ils vont choisir chirurgien plutôt que chirurgienne. Ici, il faut vraiment faire attention par rapport à cette partie donnée. Et du coup, il faut identifier ces problèmes. C'est très bien qu'ils soient relevés, c'est très bien qu'ils soient notés. Et derrière, il faut corriger la machine. C'est-à-dire qu'il ne faut pas uniquement se baser sur le corpus d'apprentissage. Il faut se dire, les données d'apprentissage sont biaisées. On va faire un apprentissage, on va regarder ce que ça donne. Oula, il y a un biais, on va corriger le biais. Et par exemple, pourquoi pas soit dire chirurgien ou chirurgienne, soit mettre une fois chirurgien, une fois chirurgienne. Ça, c'est des choix à faire. Mais derrière, il faut reconnaître le biais, savoir qu'il y a toujours des biais dans les données, et derrière, il faut arriver à les identifier, puis avoir la possibilité de les corriger. Et donc, dans les algorithmes, il faut qu'il y ait la place à cette post-édition, comme on pourrait dire dans nos métiers journalistiques, à la post-édition du programme, des choix que peut faire le modèle. C'est une question qui nous vient d'un participant. Quelle opportunité révèle l'IA pour l'Afrique, un continent qui n'est pas totalement, qui n'est pas encore au même niveau des nouvelles technologies que l'Europe? Alors, j'ai des amis qui travaillent beaucoup en Afrique justement sur les aspects journalistiques
pour aller apporter justement cette notion de nouvelle technologie, effectivement, dans des médias qui sont moins dotés qu'on peut l'être en France, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui vont bouger, j'ai pas de doute là-dessus. Et même l'Afrique part au global, hein, c'est toujours difficile sur un continent de parler du continent, mais au global, il y a effectivement des zones où c'est plus compliqué. Mais d'un autre côté, on a bien vu sur les smartphones ce qui s'est passé. L'équipement smartphone en Afrique a explosé et même maintenant, il y a plus de connexions. Il y a plus de connexions via smartphone en moyenne en Afrique qu'ailleurs. On utilise beaucoup plus le smartphone. Donc c'est pas parce que il y a, comme vous dites, j'aime pas le terme de retard, mais disons un délai, il y a une étape au milieu encore à avoir, que derrière ça va pas partir très vite, peut-être même plus vite. C'est-à-dire que il y a des opportunités justement sur un continent aussi vaste avec une population qui croît à une telle vitesse. C'est euh, en France, quand on parle de l'Afrique, on parle du futur Eldorado, c'est-à-dire il y a vraiment des opportunités. Et effectivement, il faut faire attention à ce que ces opportunités restent en Afrique et ne soient pas accaparées par des Européens, des Américains, des Chinois. Là, ou des Russes, voilà, il y a des choses à faire là-dessus. Mais en tout cas, je pense que ce délai, ce retard, peut-être, on peut l'appeler comme ça, n'est absolument pas dramatique parce qu'il y a énormément d'outils qui sont en open source. Il suffit d'aller les chercher, de les adapter pour développer quelque chose de nouveau. Et par ailleurs, si on revient maintenant sur les opportunités de l'IA, et pour revenir à ce que je connais le mieux, hein, en rédaction automatique, il y a la possibilité justement de travailler à l'échelle d'un continent au niveau hyperlocal grâce à l'intelligence artificielle. Et ça, c'est nouveau. Et ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, un vrai élément de changement. C'est-à-dire que il y a des smartphones partout. Vous avez des personnes que vous chargez d'aller récolter des informations. Ces informations peuvent être entrées sous forme de texte, bien évidemment. Hein. Il y a des journalistes qui peuvent faire leur boulot de journaliste, mais il y a aussi des personnes qui vont simplement entrer des données structurées. Ces données, ensuite, peuvent être utilisées pour générer l'information de manière automatique, voire même en plusieurs langues. Ça aussi, c'est un point important, c'est que pour des raisons économiques, on va beaucoup publier en anglais, en français, et on va pas forcément publier dans des langues qui ont besoin d'avoir aussi leur marque culturelle et de s'imposer. Donc, pour aussi défendre les cultures les cultures qu'on peut trouver partout en Afrique, il y a aussi ce besoin de s'exprimer dans les langues locales. Et la machine peut aussi permettre de le faire et de publier dans plusieurs langues en même temps. Nous sommes pratiquement à la fin de ce webinaire. Est-ce que vous avez une dernière chose à ajouter ou peut-être un point important que vous estimez nécessaire d'apporter votre éclairage? Non, pas forcément. Non, je trouve qu'on a fait un bon tour de l'information. Moi, ça fait maintenant 10 ans que je parle de ce sujet, en particulier de rédaction automatique. Et les questions restent toujours, il y a des questions qui évoluent, mais cette question de est-ce que la machine va nous remplacer est effectivement toujours présente. Elle l'est de moins en moins, c'est-à-dire que on se rend compte que non, on va pas mettre un moteur de rédaction dans une rédaction et ça va enlever des journalistes. Nous, ça fait 5 ans qu'on vend à des médias et il n'y a eu aucune conséquence de départ de journalistes. Petit à petit, c'est des choses qui entrent dans les mœurs et qui deviennent de plus en plus courantes. Merci beaucoup, Monsieur Claude, pour la pertinence de ce sujet, surtout pour la qualité des échanges et aussi
pour avoir permis de comprendre l'enjeu de l'IA dans les salles de rédaction. C'est un plaisir, un privilège pour moi de vous avoir reçu aujourd'hui au cours de ce webinaire qui est organisé par le Forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale, que je rappelle, nous avons lancé pour offrir des ressources, pour offrir des formations gratuites, pour offrir des programmes intéressants à tous les journalistes du monde entier. Je rappelle aussi que c'est un forum qui a été lancé en partenariat avec le réseau international des journalistes qui est aussi basé à Washington. Nous vous remercions pour avoir partagé ces connaissances avec les journalistes et pour les participants qui nous ont suivis, nous avons lancé un petit sondage. Il y a un petit formulaire qui a été envoyé et nous vous demandons ou nous vous prions de prendre 1 à 2 minutes ou plus 1 minute pour remplir ce formulaire qui nous permet de savoir si ce webinaire vous a été utile, si vos attentes ont été comblées ou si vous avez encore des préoccupations qui demeurent. Merci à vous encore une fois pour le temps, la disponibilité et surtout pour cette séance qui a été très instructive et très utile et bénéfique pour les confrères francophones du monde entier. Merci encore une fois, Monsieur Claude. Merci à vous, merci pour l'invitation. Au revoir. Au revoir.